Alors, bonjour Thierry. Bonjour Valentin. Donc tu es coach, tu accompagnes donc des êtres humains du milieu professionnel à évoluer, à travailler sur eux-mêmes et à affronter les difficultés qui peuvent être les leurs dans leur travail en entreprise. Tu diriges aussi le Master 2 Développement personnel en entreprise à l'Université de Paris 2. C'est un master que tu as fondé. Tu as aussi écrit une dizaine d'ouvrages, notamment un sur la pleine conscience au travail et un plus récemment qui s'intitule Je peux guérir aux éditions Flammarion, qui est un ouvrage qui m'a beaucoup touché. Et donc tu es aussi superviseur, tu supervises aussi des coachs qui travaillent aussi dans le milieu de l'entreprise. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es devenu coach et aussi nous décrire un peu ton activité de coach en quelques mots? Moi, je suis tombé dans la marmite très jeune. Hein. Le mot coach, aujourd'hui, je n'ose plus trop l'employer parce qu'il désigne des réalités un peu différentes. On confond le mentor, qui est celui qui sait, et le coach, qui est un maïoticien, en fait, qui est un disciple de Socrate, donc qui accouche les autres d'eux-mêmes. Je suis tombé dedans tout petit, moi ça fait 21 ans que je fais ça. J'y suis venu, alors la version un peu officielle, objective, c'est par le conseil. Je préférais écouter que parler. Dans le consulting, on est plutôt dans la rhétorique, on est plutôt des adeptes des sophistes, là où dans le coaching, on est plutôt dans la maïotique socratique. Donc j'y suis venu par le conseil. Je travaillais en entreprise, dans l'industrie, auparavant, chez Alstom, à la SNCF. Et puis j'avais fait de la recherche, donc moi j'avais un profil aussi sociologue. Il y a beaucoup de coachs plutôt psy, qui sont souvent des psys défroqués. On a les mêmes outils que les psys. Hein. C'est juste le cadre, le setup qui est différent, mais on regarde la personne dans son entièreté comme des psys. Moi j'ai une approche assez pluridisciplinaire. Vous avez des psys qui vont être dans une chapelle, dans une école, qui soient cliniciens, praticiens, qui soient en hôpital, qui soient en ville. Moi je crois que le coaching c'est une approche plus holistique que ça. Bon, la version moins officielle, mais on est entre nous, c'est que je crois que le coaching, c'est quelque chose un don qu'on a tous, c'est une vocation que moi j'ai eue très tôt. Quand j'étais enfant, j'étais plutôt contemplatif. Et j'ai un élève d'ailleurs il y a quelques années qui disait le métier de coach, c'est un métier contemplatif. Donc je crois aussi que le coaching, c'est une façon d'offrir un refuge, d'offrir un espace, un moment suspendu à des personnes qui travaillent, qui sont très actives justement. Et moi, je suis venu au coaching parce que j'ai moi-même découvert le coaching, parce que moi-même, j'ai été accompagné. Je crois que la meilleure école pour devenir coach, c'est d'être soi-même coaché. Donc, si on garde cette image du train et de la gare, voilà, moi, c'est une gare dans laquelle un certain nombre de clients, on ne parle pas de patients en coaching, font escale. Et je crois qu'ils font escale dans la gare parce que moi, je suis descendu du train en marche. Voilà, je suis descendu du train de l'entreprise en marche parce que au bout d'un moment, ça faisait plus sens pour moi. J'avais besoin d'autre chose, j'avais un appel d'être. Et en travaillant sur moi, en découvrant un peu toutes les disciplines qui parcourent ce métier, parce que c'est un métier pluriel, coloré, varié, j'ai commencé à devenir coach. Je crois qu'on est toujours un coach en devenir. Je ne me dirais pas coach définitivement aujourd'hui. D'accord. Et tu parlais justement de dimension contemplative dans ton enfance. Et justement, dans ton ouvrage Je peux guérir, tu parles aussi d'une dimension effectivement qu'on sent chez toi plus vaste, plus profonde de l'existence. Je crois que tu as fréquenté les dominicains et que tu récites aussi des psaumes le soir. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là de ton existence? C'est la part d'intime, et c'est la part qui est plus difficile à révéler. Je crois qu'on a tous un monde intérieur, et je crois que moi, très tôt, j'ai senti que la réalité extérieure collait pas complètement avec l'expérience intime que j'en avais. J'avais une espèce de surcroît d'émotions, de surcroît de besoins aussi, de besoins de sens. Il y a une phrase de Tagore que j'aime bien qui dit le voyageur doit frapper à toutes les portes pour trouver la sienne. Donc c'est vrai que moi, il y a eu une période, en gros, au moment de mon école de commerce,
où j'ai senti ce vide existentiel, où j'ai vraiment senti qu'il y a quelque chose qui ne correspondait pas entre la promesse, le côté impeccable, le côté diplômé, le côté classe prépa, enfin, le parcours était parfait sur le papier. Ouais. Et puis, le costard-cravate de l'entreprise, quoi. Donc, moi je parle plus de pratiques immatérielles que de pratiques spirituelles, mais j'ai toujours cultivé mon jardin secret. J'ai toujours eu besoin d'un surcroît. Alors c'était par la lecture, c'était par l'art, on y reviendra peut-être. C'était, oui, par la prière, par la méditation aujourd'hui, donc par quelque chose qui permet de faire le vide. Voilà. Je crois que l'expérience de la vie au travail nécessite une expérience en creux. Moi, j'avais besoin, à côté de ce plein, de quelque chose en creux. En école de commerce, j'étais sans doute déjà très déprimé, j'allais dire dépressif. Mais voilà, je crois qu'on est tous un peu des dépressifs qui s'ignorent dans le monde actuel. Et sur ma route, j'ai trouvé le couvent des dominicains de l'Arbrel, et à l'époque, je les fréquentais. Ils étaient, j'en parle un peu dans Je peux guérir, ils étaient voilà, très impliqués dans l'accompagnement des malades. À l'époque, c'était beaucoup le sida. Ils étaient très impliqués dans la cité. Ils avaient une lecture économique, sociale du monde. Donc, ils étaient dans le siècle. Et voilà, moi, j'avais un côté un peu intellectuel, donc ça m'allait bien. Et je crois que la vie monacale m'a tenté. Hein, et c'est vrai que faire ce métier, c'est aussi rencontrer dans un colloque singulier, dans un espace un peu, je dirais, dans le monde, mais pas du monde, des managers. Parce qu'en fait, on est ici dans un lieu qui est soustrait à l'urgence du travail, qui est soustrait au code de cette addiction qu'est le travail. Et un petit peu comme quand on fait une retraite dans un monastère, je crois qu'on est un peu les prêtres invisibles, comme dit Abellio, de l'entreprise. C'est une prêtrise invisible, le coaching. D'accord. Justement, tu parlais un peu de ce monde, de ce monde du travail qui est assez, qui est toujours dans l'urgence. Et donc dans ton ouvrage, justement, Je peux guérir, tu reviens sur une période difficile que tu as traversée en 2015, qui est une forme de dépression liée aussi à ton surinvestissement dans ton travail de coach. Et cet ouvrage est découpé en différentes parties qui correspondent à ce processus du coup de dépression que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es entré dans cette phase, quels ont été les signes et les premiers symptômes qui t'ont touché? Oui, ça remontait il y a 5 ans. Je suis content d'avoir appelé le livre, c'est un titre d'éditeur, hein, Je peux guérir. Moi, c'était un journal de guérison, je l'avais appelé comme ça. Je suis content de ne pas l'avoir appelé Je suis guéri. Parce que 5 ans après, je confirme que ça a été à la fois la fin de quelque chose et le début d'autre chose, ce burn-out, puisqu'à l'époque, je l'appelais comme ça. Je crois qu'au moment où je me suis effondré en juin 2015, c'était comme un interrupteur qui s'arrêtait. Voilà, c'était vraiment une déflagration, quoi. Enfin, une seconde avant, j'étais suractif, comme tu l'as dit. Je crois que je suis un névrosé obsessionnel et l'entreprise réussit au névrosé obsessionnel. Donc j'étais en sur-régime, mais je n'avais pas conscience d'être en sur-régime. C'était ma dope, quoi. Il y en a qui sont drogués à des substances illicites. Moi, ma dope, c'est le travail, comme beaucoup de mes clients. Et une seconde après, il n'y avait plus rien. Il y avait juste un épuisement de sens, un épuisement physique, perte de sommeil, perte d'appétit, perte de sens. Donc la brutalité du on-off a été très forte. Et je crois que c'est avant que j'allais très mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentré dans ces différentes phases de burn-out, j'ai commencé à aller mieux. J'ai commencé à découvrir que la vie m'attendait, qu'elle était là et que c'est moi qui passais à côté. Voilà, c'est la fin d'une période de sur-régime et c'est la découverte que dans les interstices de cette vie artificielle, de cette vie, j'allais dire, de cette survie permanente, de cette super vie surintensive, survitaminée, la vie était là, quoi. C'est la vie qui guérit de la vie. C'est ça en fait, donc du coup il y avait un double processus, c'est-à-dire à la fois une entrée dans une dépression, mais de manière beaucoup plus profonde, un processus de guérison qui allait bien en amont en fait de cette période. Aujourd'hui, Valentin, je dirais même pas une entrée dans une dépression. Je pense que l'état dépressif, il était là de façon latente et qu'il est là en chacun de nous. Aujourd'hui, beaucoup de théoriciens
de psychiatres, de thérapeutes, mais aussi de philosophes, nous disent que on est tous un peu maniaco-dépressifs et qu'on a tous des moments hauts et des moments bas et que ça dépend juste de l'intensité, de la hauteur des vagues. Moi, ça faisait longtemps que je surfais la vague, c'est juste ça. Donc, je suis sorti d'un état d'inconscience et je raconte dans le livre que, alors oui, il y a plusieurs étapes, je ne me les rappelle pas, mais on peut les énumérer. C'est vrai qu'il y a une première étape qui était l'effondrement, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais c'était quelque chose de cet ordre-là. L'engrenage, voilà, la première étape c'était l'engrenage. Ensuite il y a eu une forme de combustion. Après il y a eu la douleur, l'expérience de la douleur, après laquelle on rencontre le vide. C'est comme la courbe de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, on rencontre un vide profond, dans lequel plus rien n'a de sens. C'est-à-dire que même des choses qui paraissent évidentes semblent un Everest dans ces moments-là. Mais en fait, c'était juste le révélateur d'un état qui était déjà là. Après, il y a la désillusion, qui est une période très importante pour moi, parce que je crois qu'on va mieux quand on commence à perdre ses illusions. Et c'est une grosse différence avec le désenchantement. L'époque actuelle nous parle beaucoup du désenchantement. La psychanalyse, qui est une instance de réalité, insiste sur le désenchantement du monde. Moi, je crois que le rôle du coach, c'est de réenchanter le monde. Mais le réenchantement passe par la désillusion. Donc moi, j'ai perdu beaucoup d'illusions sur mon ego, sur ma place. Tu parlais de mon rôle social. J'étais incapable d'aller enseigner cette année-là. J'avais un cours à la fac, mes étudiants qui m'attendaient, et je me suis écouté, quoi. Je suis venu, je leur ai dit, voilà, je ne suis pas en état de faire un cours de 3 heures aujourd'hui. Si vous en êtes d'accord, on va faire un cours d'1h30, puis après, je vais vous projeter le film que j'avais prévu de voir avec vous, qui est un extrait d'un film de Pasolini que je leur passe. Bon. Me donner la permission de ne pas être disponible pour eux, de ne pas être une caisse de résonance, de ne pas être sur la balle, ça c'était un acte très fort de désillusion. Après la désillusion, il y a eu la mémoire, l'épisode de mémoire, c'est des mémoires qui reviennent à la surface dans des épisodes dépressifs, des liens qui se font tout seuls. Après, il y a la rechute. Ça, je crois que c'est important de ne pas perdre de vue que c'est un lent processus, la guérison. C'est pas nous qui nous guérissons avec des médicaments. Moi, je viens d'une famille de médecins. J'ai failli être médecin. Et je pense que la vocation que j'avais, c'était pour être obstétricien et pédiatre. Et je pense que coach, c'est un peu un obstétricien, puisqu'on fait de l'accouchement des esprits, et aussi un pédiatre, parce qu'on s'occupe de l'enfant intérieur de nos clients, de faire naître leur enfant intérieur. Et donc, dans ce monde médical, on a tendance à soigner le corps, mais à oublier un peu l'esprit. Donc moi, j'étais dans une famille où, spontanément, les états d'âme, ça n'existe pas. Et il y a beaucoup de clients en entreprise, beaucoup de managers, beaucoup de dirigeants, même de non-cadres, qui sont dans ce déni de la souffrance. Donc la rechute, c'est très important de savoir qu'il n'y a pas des pilules, il n'y a même pas des solutions miracles qui nous évitent d'aller mal. Je crois que le bonheur, c'est des hauts et des bas. Et c'est juste l'amplitude de la courbe qu'on apprend à gérer, quoi. Et la dernière étape, c'est la rémission. Voilà. J'espère que le livre est en 9 chapitres, j'espère être en rémission aujourd'hui. Et du coup, dans ce livre, tu dis aussi que cette période a quand même amorcé des changements importants dans ta perception de l'existence, tu l'as déjà dit, de ta personne. Oui. Et quels ont été du coup les principaux changements qui ont eu lieu dans ta vie à la suite de cette période? Et sens-tu aussi qu'il y a une sorte d'avant et d'après, c'est-à-dire la manière avec laquelle tu étais avant cette période n'a rien à voir peut-être avec celle de... C'est mon entourage qui pourrait en parler. Ouais. J'espère être moins éruptif, moins irritable qu'à l'époque. Moi, je dirais 3 enseignements. Le premier, c'est qu'il n'y a pas des crises. La crise, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a juste des initiations. Il y a juste des épreuves. Il y a juste des moments plus ou moins chaotiques. Et donc, j'ai appris à composer avec l'aléa. Je dis souvent que les contrariétés, c'est des choses qu'on se crée, c'est des choses qui nous irritent. Mais l'aléa, c'est quelque chose qui est là et avec lequel il faut composer. L'aléa d'un contrat qu'on perd, l'aléa d'un pépin de santé, l'aléa de la vie. Je trouve que l'aléa, ça nous apprend l'humilité. Donc,
Le premier enseignement, c'est ça, c'est de renoncer à l'idée qu'il y a des crises, il y a juste des initiations. Le deuxième enseignement, c'est que ça m'a sorti de mon addiction. Je crois que je crois vraiment que je vivais pour travailler. Et aujourd'hui, j'essaie de travailler pour vivre, ce qui est un peu différent. Ça a remis le centre de gravité ailleurs que dans la vie professionnelle. De remettre les choses un peu à leur place, quoi. Le travail était dévorant, alors même que c'est un travail passion et que c'est un travail au service des autres, aussi paradoxal que ça paraisse. C'était très honteux pour moi d'être un coach et un cordonnier aussi mal chaussé, quoi, de se dire mais si mes clients savaient. Pour aider les gens et voilà, exactement. Moi-même, je me sentais helpless, disent les Américains. Et en fait, à cet endroit-là, je crois que j'ai rencontré autre chose que mon ego professionnel, quelque chose de l'ordre du soi, on dirait en Asie. Et puis peut-être un troisième enseignement, c'est de prendre conscience qu'on est tous en chemin et dans un chemin non pas de douleur, mais de blessure. Ce que je crois qui est ontologique dans nos vies, c'est la blessure. On a tous été blessés à un endroit et c'est souvent à partir de cette blessure qu'on se construit. Je crois qu'on donne aux autres ce dont on a le plus manqué. Moi, le premier. La bienveillance, l'accueil inconditionnel, l'écoute, toutes ces qualités qui font le métier de coach, je crois, c'est parce que j'en ai manqué que je peux les donner. Donc se construire sur des failles et pas se construire sur l'illusion d'aller bien, ça aussi c'est un des grands enseignements de ce que j'ai vécu. De ce que tu as vécu. Et du coup, aujourd'hui, comment on a déjà parlé un peu, mais dans ta manière de rendre service à l'autre, est-ce que ça a changé? Par exemple, tu écris notamment « Mon vrai job est d'offrir une présence inconditionnelle à l'autre ». Il y a des choses très concrètes qui ont changé. Avant, je terminais mes séances de coaching, je fais des séances plutôt longues, c'est 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. À la grande époque où j'étais dans mon inconscience, où j'étais dans mon addiction, je pouvais faire 4, 5 coachings par jour, même en plateau repas. Aujourd'hui, ça me paraît absolument démesuré. J'étais dans mon hubris, j'étais dans ma démesure. Mais aujourd'hui, quand j'ai 1 ou 2 coachings par jour, je ne ressors plus dans le même état qu'avant. Avant, j'avais tendance, et j'étais très jaloux de mes confrères, j'avais tendance à ressortir lessivé, comme un boxeur sortant du ring. Vraiment lessivé, vidé. Parce que, je le dis dans le livre, dans Je peux guérir, j'avais la vocation d'une éponge, Valentin. Moi, j'étais convaincu que mon rôle était de prendre, de capter, je suis un hypersensible, donc de capter toutes les scories de l'histoire de mes clients. Sauf qu'elles restaient collées en moi. J'avais beau avoir toutes les supervisions du monde, j'avais beau être très accompagné, c'est ça qui est très étrange dans ce que j'ai vécu, c'est qu'en 2015, moi, je me sentais dans une immunité totale. J'avais un ostéopathe, je travaillais avec un chiropracteur, j'allais voir un acupuncteur, je faisais de la méditation, de la relaxation, j'avais une vie spirituelle, et boum, pour autant, j'ai quand même été terrassé. Donc c'est bien la preuve que c'est pas la quantité de choses qu'on fait qui nous prémunissent de qui l'on est. Donc je sortais lessivé de mes coachings et je crois que depuis j'ai appris à aller chercher l'énergie à un autre endroit. C'est-à-dire je me laisse traverser par de l'intuition, par de l'accueil inconditionnel, par des choses, par des feedbacks, mais j'apprends à recevoir. Moi j'ai grandi avec l'idée que j'étais né pour donner et pas pour recevoir, et donc il m'a fallu apprendre à recevoir. Recevoir de la gratitude de mes clients, recevoir du bonheur inconditionnel. J'ai un arbre par la fenêtre de mon bureau, j'ai un arbre dans lequel il y a un nid. Bon, on est au printemps, là, pendant cette interview. Il y a des moments pendant lesquels mon client parle et moi je suis dans cet état d'écoute cathartique, c'est-à-dire que je n'ai pas grand-chose à faire sinon être présent. Et pendant ce temps-là, mon regard s'égare et je vois les 2 oiseaux dans le nid qui constituent le nid, ça me fait un bien fou. It makes my day, comme disent les Américains. Mais c'est vrai. Et avant, je m'interdisais d'aller chercher ces petits moments, ces petites choses qui me nourrissaient. Donc je ressors moins épuisé, j'apprends à recevoir de mes clients coachés. Donc on va parler maintenant du travail, notamment à notre époque moderne, les évolutions du travail et certaines de ses limites actuelles. Alors on va revenir plus précisément sur la notion de travail. Est-ce que tu penses que le travail est nécessaire à un être humain pour qu'il puisse s'épanouir dans son existence? À l'heure actuelle, oui. Je crois qu'il n'en a pas toujours été autant. Il est nécessaire, mais il est paradoxal, le travail. L'expérience du travail, elle nous confronte à 2 choses. D'abord au labeur. C'est le côté animal laborans de Aristote, mais aussi à la réalisation de soi. C'est le côté homo faber.
Et donc le travail, il est à la fois promesse de self-actualization, disent les Américains, donc de vraiment d'épanouissement personnel. Et aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas de travail n'a pas beaucoup d'identité sociale. Le travail pouvant être bénévole, hein. Mais c'est aussi un facteur d'aliénation. C'est-à-dire que travailler, au bout d'un moment, crée de la routine, crée de l'usure, que le geste répété nous plonge aussi dans le désarroi. On a parlé du burn-out tout à l'heure, c'est vraiment une réalité contemporaine. Donc, j'ai tendance à dire, oui, on a besoin de travailler, mais dans un juste dosage, dans une juste mesure. Et entre l'œuvre et le labeur, comme dirait Hannah Arendt, trouver l'entre-deux est un équilibre instable. Il faut une vie de travail pour apprivoiser le travail. Je crois que le travail n'est jamais donné en soi comme quelque chose de facile, d'épanouissant, ou au contraire d'aliénant et d'usant. C'est toujours un mélange des deux. Je disais que c'est paradoxal parce que moi j'ai l'impression que la société actuelle, occidentale on pourrait dire, mais à mon avis c'est pas très différent dans le reste du monde, elle est divisée en deux catégories de personnes. Ceux qui n'ont pas de travail et qui aspirent à en avoir, parce que c'est un revenu, parce que c'est un moyen d'émancipation, et ceux qui en ont et qui en souffrent. Je force un peu le trait, mais moi j'ai tendance à rencontrer 100% de personnes qui sont insatisfaites dans leur travail. Soit ils en ont trop, soit ils en ont pas assez. Et on doit scoltiner ça à l'époque actuelle. Je ne suis pas sûr que l'époque soit moderne d'ailleurs. Tu disais à l'époque moderne, je pense qu'elle est plutôt post-moderne, l'époque actuelle. Parce qu'elle a perdu le sens du travail. À l'époque moderne, dans la société industrielle, on apprenait un travail sous forme de compagnonnage, on l'apprenait par des études, et puis on passait du faire, vers 20 ans, il fallait faire ses preuves, à l'avoir, on avait un capital, on avait un statut, on avait un foyer, on avait un travail, vers 40, à l'être. Vers 50 ans, on commençait à être un référent, être un sage, être... Et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le triangle faire, avoir, être, on le parcourt en 10 ans. C'est-à-dire qu'à 30 ans, on a déjà épuisé le sens de son travail. D'accord. Et donc tu parlais de cette époque postmoderne, et du coup le monde du travail va quand même, on sent qu'il n'est pas très équilibré. On parle beaucoup justement t'en as déjà parlé un peu de burn-out, de dépression et parfois même de suicide. Et comment tu accompagnes du coup les gens qui sont en grande souffrance dans leur travail? Comment se passe justement un accompagnement de coach? J'ai pas que des clients en grande souffrance. Ceux qui sont en très grande souffrance, ils viennent pas me voir. Soit ils vont plutôt voir un psychiatre, soit ils vont voir leur médecin, soit ils vont voir personne. Le vrai danger, c'est ceux qui vont voir personne et qui sont en souffrance. Donc déjà, ceux qui ont frappé à la porte d'un coach ou d'un thérapeute, ils sont sauvés. Il faut bien se dire ça. Parce qu'ils font le chemin. Ils font le chemin de dire j'ai mal, de dire j'y arrive pas. Moi, je ne crois pas au dolorisme pour autant. C'est-à-dire que le coaching, c'est quand même une philosophie positive. C'est une option du verre à moitié plein. Moi, je les encourage à faire l'entreprise buissonnière. C'est-à-dire à sortir de leur sentier battu, c'est-à-dire à s'autoriser à regarder la vie qui passe pendant qu'ils sont occupés à faire autre chose. C'est Churchill qui disait ça. La vie, c'est ce truc qui passe pendant qu'on est occupé à faire autre chose. J'avais un client dont je parle dans Je peux guérir, qui était un premier de la classe. Il y a beaucoup de premiers de la classe en coaching. Et il me disait, ma vie entière est un plan B. Il avait fait toutes les études qui vont bien. Il était spin doctor d'un directeur général. Il était surdoué, sans doute précoce, non diagnostiqué, mais dans un état de profond désarroi intérieur. Par contre, il fonctionnait. Et donc ce garçon, il a découvert qu'il pouvait effeuiller la marguerite pendant son coaching. Il a découvert que, à côté de sa vie active, il y avait un espace en friche qui était ses aspirations, qui étaient ses rêves, qui étaient ses regrets. Moi, je crois que les regrets sont un trésor. J'ai écrit un autre livre qui s'appelle Coaching de soi, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle Le trésor des regrets. L'époque actuelle, elle voudrait qu'on n'ait que des remords et aucun regret. Parce qu'on scande l'idée qu'il faut agir, il faut se réaliser, il faut réussir, une espèce d'injonction permanente à mettre en acte tous nos potentiels. Moi, je crois l'inverse. Je crois que c'est intéressant d'avoir un humus fertile qui n'est pas totalement accompli. Le coaching, c'est la redécouverte de l'inaccompli en nous.
Et donc, je les encourage à faire l'entreprise buissonnière, à faire un pas de côté, à prendre une demi-journée, à prendre un sabbatique, à aller au cinéma, à aller chercher leurs enfants à l'école, à découvrir que la vie n'est pas que terminal d'aéroport et réunion enchaînée de 8h à 20h. Et quand on met sur pause, la vie commence. Contrairement à ce qu'on croit, quand on met sur pause, quand cette espèce de syndrome de hamster s'arrête, parce qu'on a tous le syndrome de hamster dans la vie actuelle. Le syndrome de hamster, c'est quoi? C'est je cours tant que la roue tourne. Mais évidemment, c'est moi qui fais tourner la roue, puisque je cours dans ma roue. Donc à partir du moment où nos clients prennent conscience de la roue et du hamster qu'ils sont devenus, alors la vie commence, ils sortent de la cage. Et justement, dans ton ouvrage Je peux guérir, tu dresses aussi, un peu comme tu l'as dit, des portraits de personnes que tu reçois. Et ici, je trouve intéressant que tu me présentes, alors pas des portraits types, mais plutôt des tendances types que tu retrouves chez certaines personnes que tu reçois. Et je trouve ça bon qu'on puisse le faire à travers des personnages de films ou de livres qui peuvent inspirer. Donc tu parles par exemple des idéalistes repentis, ceux qui ne se lâchent pas leur idéal, qui se cognent à la désillusion. Il y en a beaucoup, je pense, parmi les millénials. Comment tu les aides, comment tu aides ces gens-là à retrouver du sens à leur travail, à réenchanter un peu plus leur univers? J'ai pas de réponse unique, parce qu'évidemment, c'est toujours du sur-mesure, c'est toujours des réalités singulières, donc on va essayer de catégoriser. Mais pour les idéalistes repentis, c'est ce que j'appelle les Julien Sorel. C'est Gérard Philippe dans Le Rouge et le Noir. Je peux donner un exemple. L'autre jour, j'avais un client, il est manager dans un cabinet de conseil. Souvent, quand on rentre dans le conseil après des études supérieures, c'est parce qu'on veut prolonger les études. C'est une façon de ne pas vraiment choisir, c'est un choix par défaut. C'est rare qu'on ait la vocation de consultant. Et ce garçon, il me disait, j'ai envie d'être comédien, mais en même temps, j'ai un besoin de conformité. Et donc, je ne sais pas si c'est mon besoin de sécurité ou mon besoin de réalisation qui est le plus important dans ma vie. On a fait un exercice qui s'appelle le dialogue intérieur, qui est inspiré de Jung, dans lequel on donne la parole à diverses sous-personnalités, comme si on écoutait les personnages d'un théâtre intérieur. Et à un moment donné, il donne la parole à une sous-personnalité qui est, on ne l'a pas appelé comme ça, mais qui est un peu l'idéaliste repenti, qui est celui qui s'ennuie dans sa vie. Et il me dit la phrase suivante, donc il s'installe dans le fauteuil en question, il est un peu en état de transe, hein, il est un peu dans un état de conscience modifié. Ce jeune consultant me dit, dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont à leur place, qui trouvent leur place, et ceux qui ne la trouvent pas. Je suis dans la deuxième catégorie. Puis il commence comme ça. Et puis il continue à parler, et à un moment donné, il se met à dire, finalement, l'endroit où je suis le mieux dans ma vie, c'est cet endroit où je suis le poète. Je suis bien à ma place en tant que poète. Bon, c'était fascinant. C'est-à-dire qu'il commence en disant, moi je suis de ceux qui ne sont pas à leur place, et en disant, ma place, c'est de ne pas être à ma place. Voilà. Donc, découvrir que, je ne sais pas s'il va devenir comédien, il prend des cours de théâtre, je ne sais pas s'il va lâcher complètement le métier de conseil, je n'ai pas d'intention d'ailleurs. Je ne sais pas dans lequel des rôles il est le plus accompli. Mais découvrir qu'il peut être à sa place dans un endroit qui n'est pas reconnu comme étant, j'allais dire, compliant, c'est déjà un pas en avant. Se donner la permission, reconnaître et accepter que c'est OK d'être un idéaliste repenti. Redécouvrir les rêves inassouvis qu'il a en lui, quoi. Et il était rayonnant dans ce rôle-là. C'était magnifique. Tu parles aussi des drogués du boulot, ceux qui sont, tu en as déjà un peu parlé, mais qui sont happés par le travail, qui l'utilisent comme un point de fuite. Ils développent une accoutumance au travail, une forme d'addiction, de drogue. Et là, comment tu les aides? Mais tu l'as déjà un peu abordé. Non, mais c'est un cas marrant. Enfin, c'est un cas marrant, le mot est mal choisi, mais c'est un cas intéressant parce qu'on m'en envoie beaucoup. Ouais. Soit parce que j'ai des prescripteurs qui savent ce que j'ai traversé, soit parce qu'on connaît un de mes credos qui est que la vraie puissance d'un manager, c'est de connaître sa fragilité. Moi, je crois que la vraie puissance masculine, c'est de connaître son impuissance, c'est de rencontrer son désarroi, sa vulnérabilité. Je dis plus sa fragilité que sa vulnérabilité, parce que la vulnérabilité, pour moi, c'est le fait d'avoir été blessé et d'être potentiellement de nouveau blessé. Je préfère dire fragilité. Fragilité, c'est le fait d'être friable.
Je n'ai pas forcément été blessé, je ne vais pas forcément rechuter. Moi, des clients qui sont en burn-out ou en pré-burn-out, j'en ai vu beaucoup. Je crois qu'il y a 2 choses qui sont essentielles. La première, c'est de rentrer dans le ressenti. De ne pas rester dans le mental, de ne pas rester dans sa tête. De pas seulement analyser par le langage, pas seulement discourir, pas seulement se remettre tout de suite en selle. Il y a des personnes qui vivent un trou d'air dans leur carrière et qui vont être accompagnées pour retrouver un emploi. Et pour retrouver très vite un emploi, les entreprises leur payent ce qu'on appelle un outplacement. Le problème de l'outplacement, c'est que ça esquive parfois la phase douloureuse. Il faut aller vite à l'endroit où on remonte en selle. Il faut vite faire le deuil. Je ne suis pas très d'accord avec ça. Je crois qu'il y a un moment où on a besoin de rencontrer le ressenti, aussi ténébreux soit-il. Parce qu'en fait, de quoi on a peur ? On a surtout peur d'avoir peur. Moi, j'avais peur, quand j'ai vécu mes épisodes d'effondrement, de rechute, j'avais peur de ne pas me relever, j'avais peur d'être fou, j'avais peur du regard des autres. Et je me suis rendu compte que toutes ces peurs étaient virtuelles, Valentin. C'est-à-dire que la seule peur qui était tenace, c'était la peur d'avoir peur. Donc regarder en face sa peur, ça c'est la première chose avec les drogués du boulot. Puis la deuxième chose, le mot que tu emploies, il est juste, c'est droguer, donc c'est de faire un sevrage. C'est d'apprendre à aller lentement, c'est d'apprendre à trouver des substituts à cette addiction. J'ai un client comme ça, il a fait Normal Sup Math, c'est un grand mathématicien. Il est rentré dans la haute fonction publique, puis après il a travaillé dans la banque. Ce garçon, il a travaillé avec un pervers narcissique. Donc il s'est dévoué à la tâche, il a travaillé de façon démesurée. Et il a vécu un burn-out, il avait à peine 28 ans. Ben, c'est évident qu'une partie de lui a toujours connu ce travail en sur-régime, a toujours connu cette surcapacité. Donc qu'est-ce que je fais ? Moi, je lui redonne sa dose en l'encourageant, en mettant un patch et en l'encourageant à remonter en selle, où je lui donne la permission de s'effondrer, la permission de se découvrir autrement. Je crois que le travail du coaching, c'est plutôt en enlever qu'en rajouter. Et avec des personnes qui sont addictes au travail, c'est vraiment d'enlever des peaux, d'enlever des faux self, on pourrait dire, d'enlever des illusions sur eux-mêmes. Tiens, je me croyais existant quand je suis utile. Moi, j'avais cette croyance que pour être légitime dans ma vie, il faut que je sois utile aux autres. Combien de managers ont cette croyance ? Donc voilà, de décoller certaines croyances, ça c'est un sevrage. D'accord. Donc là le père, pour continuer sur un peu la métaphore, le personnage, ce serait plutôt Guillaume Canet. Oui, c'est Guillaume Canet dans Le Grand Bain. Le Grand Bain, c'est le film qui parle de la fragilité des hommes. Et donc Guillaume Canet, on peut vraiment s'identifier à lui si on travaille en entreprise. Alors, tu parles aussi des ambitieux suicidaires. Donc là, c'est plutôt Steve McQueen. Oui. Ceux qui veulent à tout prix exister par le travail, ils veulent absolument être reconnus, ils veulent faire carrière. Tu écris d'ailleurs, comme tous mes clients, j'appartiens à la famille invisible des très bons élèves. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils me choisissent en partie. Je devine leurs sacrifices et leurs blessures sous le vernis d'un curriculum vitae impeccable. Le monde est gouverné par des premiers de la classe dont nous feignons tous d'ignorer l'immense fragilité. Oui, ça c'est le chapitre sur la désillusion. Je crois que si je devais garder un seul chapitre, parce qu'on ne sait pas bien qui écrit nos livres. Hein. Quand on écrit un livre, il faut être très modeste. On est guidé par quelque chose. Donc ce chapitre-là, j'y ai mis beaucoup de moi-même. Je crois effectivement que c'est pas parce qu'on a un pédigré de succès qu'on n'est pas blessé. Et tant que j'ai pas été à la rencontre de ma blessure, je peux donner le change, je peux donner l'illusion d'être impeccable, de bien travailler, de faire des études supérieures, d'être conforme à ce qu'on attend de moi, notamment les parents. Mais pas que, mais aussi ce que j'ai introjecté, mais aussi des enseignants, mais aussi ce que je me suis raconté comme histoire. Et je crois que la vraie clé, c'est d'apprendre à échouer. On apprend beaucoup à nos élites à réussir, Valentin, mais ce qu'on devrait faire, c'est leur apprendre à échouer, à découvrir que c'est dans l'échec qu'ils se rencontrent. Steve McQueen, pour moi, c'est cet homme extraordinairement résilient, avec une vie intime très blessée, et qui, d'ailleurs, dans la vie civile, aimait le sport de compétition.
C'est aussi le héros de La Grande Évasion. La Grande Évasion, c'est le film sur l'échec. C'est le film qui nous raconte quelqu'un qui passe son temps à essayer de s'échapper d'un stalag, je crois, et qui à chaque fois est rattrapé, mais qui continue à essayer. Voilà, et parce que l'essentiel, il est dans le chemin, il n'est pas dans la destination. Donc qu'est-ce que je fais de la partie de moi qui a des aspirations et pas seulement des ambitions? L'ambition, c'est ce qu'on a envie d'avoir. L'aspiration, c'est qui on a envie d'être. Je crois que c'est dans l'échec qu'on rencontre nos aspirations. Moi, personnellement, la vie a mis sur mon chemin l'épuisement, parce que sinon, je ne l'écoutais pas, la vie. Je ne l'écoutais pas, j'étais bien trop occupé à gagner ma vie, à m'exposer, à écrire des livres, à être agité, quoi. Donc ce qui a calmé mon agitation, c'est l'épuisement des sens, l'épuisement dans le corps. Le tout, c'est de s'arrêter juste avant la sortie de route. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui ont besoin de faire une sortie de route pour respirer, en fait. Refaire surface. Alors, tu parles aussi des auto-saboteurs à répétition. Donc là, c'est Marina Foïs dans Police. Alors, ceux qui s'infligent un peu toujours le même scénario, de conflit, de contrariété, de manque à combler. Et tu parlais un peu le hamster qui est dans sa roue. Tu sais, dans le bouddhisme, par exemple, on parle du samsara, une sorte de cycle un peu infernal. Et on dit que les êtres qui ne sont pas libérés tournent un peu dans cette roue de manière un peu éternelle. Alors comment tu travailles avec ces auto-saboteurs à répétition? C'est vrai que j'aime beaucoup le personnage de Marina Foïs dans Police, dans le film de Mai Wen, parce que personne ne s'attend au dénouement épouvantable et personne ne l'imagine aussi déchiré. On a beaucoup parlé de résilience. On nous a beaucoup dit que la résilience, c'était le moyen de guérir de nos blessures. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je crois que ça ne suffit pas de travailler sur sa résilience. D'abord parce que la résilience, ce n'est pas un état permanent de l'être, c'est transitoire, il y a une période pendant laquelle on est résilient. Ensuite, parce que tout le monde n'est pas résilient. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui continuent à se jeter contre la clôture électrifiée, quoi, continuent à s'infliger des blessures à l'endroit où ils ont eu mal? Et puis enfin, parce que je crois que la résilience, c'est un état de survie, c'est pas un état de vie. Or, le vrai mouvement, c'est d'aller vers la vie. Moi, j'essaie de les réconcilier avec leur enfant intérieur. C'est-à-dire que l'autosabotage, il s'arrête le jour où je prends conscience du mécanisme dans lequel je suis, et c'est souvent un mécanisme de désamour de moi-même, de détestation de soi. Donc, j'avais un client comme ça. Il était manager dans l'immobilier, il avait fait une grande école de commerce, et je le trouvais très cynique dans nos échanges. Il y avait quelque chose en lui qui était dans une humeur sombre, tu vois, dans quelque chose qui était sur son quant à soi. Et donc moi, je sentais une faille comme ça. Je ne sais pas jusqu'où allait cette faille, mais je lui donne des feedbacks là-dessus. Je lui dis que c'est comme s'il y avait deux facettes. Le côté commercial, l'immobilier est un univers très concurrentiel. Le côté rainmaker. Et puis quelque chose de beaucoup plus sombre. Et il me raconte comme ça, il me dit, moi, de temps en temps, je prends ma voiture la nuit, je donne rendez-vous à un ami qui est en Allemagne, et je le rejoins, je fais 200-300 km, et je le rejoins sur une autoroute en Allemagne, et on conduit sur la voie de dépassement en éteignant nos phares. On s'amuse à ça. Il avait 35 ans, ce garçon. Voilà une conduite à risque. Et un jour, il a été à la rencontre de la partie de lui qui flirtait avec la limite, quoi. Qui flirtait avec l'adrénaline. Et quand cette partie-là de lui s'est effondrée, parce que moi, j'ai 50% de mes clients qui pleurent dans mon bureau. Mon métier, c'est pas « regarde les hommes tomber », comme le film d'Audiard, c'est « regarde les hommes pleurer ». Et bien, quand vraiment cette partie de lui s'est effondrée, qu'il n'a plus eu besoin de venir alimenter cette détestation de lui-même, cette conduite à risque, il a changé. Je l'ai revu il y a quelques mois, il a créé sa société, il n'est plus salarié, il a créé une société immobilière, il a eu un enfant entre-temps, et je ne l'ai pas reconnu. Je ne l'ai pas reconnu, je l'ai trouvé arrondi, moins anguleux. Est-ce qu'il aime la vie? J'en sais rien. Est-ce qu'il aime sa vie? J'en suis sûr. Alors tu parles enfin des rebelles légitimistes, donc là c'est plutôt Omar Sy dans Intouchable. Ceux qui n'y sont pas, qui rêvent d'en être, mais qui n'ont pas les codes et qui échouent à se faire accepter par l'établissement. Oui,
Alors, c'est évidemment Omar Sy dans Intouchable, qui est un roman, enfin un film de mœurs aussi, hein, c'est un film d'éducation sociale, d'éducation philosophique. Dans ce film, Omar Sy, il nous décrit un personnage qui a un peu le syndrome de Cendrillon. C'est-à-dire qu'il veut réussir, mais en même temps, il a peur que son carrosse se transforme en citrouille. Je rencontre beaucoup de personnes comme ça. En sociologie, on les appelle des marginaux sécants. C'est-à-dire qu'ils sont méritants, ils sont issus de l'école méritocratique, républicaine en général, plus en école d'ingénieur qu'en école de commerce, au passage, qui est peut-être plus segmentante socialement. Et donc, ils réussissent jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'on appelle le plafond de verre. À un certain point, il leur manque un certain nombre de codes, qui sont des codes implicites, qui sont des codes sociaux, qui sont des codes culturels, qui sont des codes d'éducation. Il faut voir le regard que porte Anne Lenny sur Omar Sy dans le film de Toledano Nakache. Elle le regarde comme vraiment un malappris, quoi. Alors qu'en fait, il a un cœur immense, mais il n'a pas l'éducation qui va avec. Et je crois que le coach, c'est un peu un précepteur de ce point de vue. C'est-à-dire qu'on accompagne l'éducation philosophique de nos élèves. Il ne faut pas oublier que Socrate avait comme élève, d'ailleurs j'ai dit élève au lieu de dire client. Ce n'est pas vraiment une relation de maître à disciple. Parce qu'on est quand même dans un contrat avec de l'argent au milieu, avec l'entreprise au milieu. Mais Socrate avait Alcibiade comme disciple. Il me semble que Aristote a eu Alexandre le Grand, le fils de Philippe de Macédoine, comme disciple. Donc, cette notion de précepteur, elle est très ancienne dans des pratiques d'accompagnement. Tu parlais du bouddhisme tout à l'heure. Voilà, avoir un maître dans le bouddhisme, c'est important. Ça participe d'une certaine construction spirituelle. On n'apprend pas tout seul. Je ne crois pas à l'auto-coaching. Et donc, le syndrome de Cendrillon, on s'en défait en faisant un peu le travail de Pygmalion dans My Fair Lady. Moi, ça m'arrive d'apprendre certains codes à un client, de lui dire, voilà, l'autre jour, j'étais avec un client qui est dans le BTP. Dans la construction, il est dans le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est vraiment ceux qui sont les plus déconsidérés sur un chantier. C'est ceux qui font le béton. Donc, ils sont sous-traitants du maître d'œuvre. Ils font un travail admirable. Mais ils interviennent très tôt sur le chantier. Cet homme-là, c'est un dirigeant d'une grosse filiale. Il est confronté à une situation difficile. Il a un dépassement de 7 millions sur un chantier. Ça ne lui est jamais arrivé. Il était effondré dans mon bureau. Il était effondré parce que c'était sans doute la première fois qu'il rencontrait un échec très fort. On retrouve à apprendre à échouer. Ben, le travail qu'on a fait dans la séance, c'est de préparer, comme dans un jeu de rôle, l'entretien qu'il allait avoir avec son client pour aller réclamer une partie du dépassement. Et moi, j'avais vraiment un rôle presque de comédien avec lui. C'est-à-dire de lui montrer qu'il n'y avait pas mort d'homme, qu'il en avait vécu d'autres. Il a été séquestré en Russie quand il a dirigé une filiale en Russie. Il est sorti de mon bureau, il m'a dit tu m'as aidé à séparer le bon grain de l'ivraie, à ne pas prendre des vessies pour des lanternes, à ne pas surdramatiser. Parce qu'il était accablé. Et je pense que souvent, on est accablé parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas le langage. Je crois qu'être libre aujourd'hui, c'est aussi maîtriser un langage. Et que le langage de l'entreprise, le langage de l'état-major, où est-ce qu'on l'apprend? Sinon en coaching. Ce n'est pas dans les comités de direction qu'on va l'apprendre. Il y a trop de compétition, il y a trop de danger. Donc on est un peu un espace soustrait à ce jeu dans lequel on peut décoder, on peut apprendre à sourire. Je lui disais, voilà, tu souris très peu. Le feedback que je lui ai donné, c'est « tu pourrais sourire plus ». Il me dit « tu me l'as souvent dit, mais je n'aime pas montrer mes dents ». Je lui dis bah, « elles sont très bien tes dents, il n'y a pas de... » Voilà. Donc ça paraît ridicule, ça paraît dérisoire. Le garçon, il a 45 ans, il dirige 1200 gars, mais on en est là parfois. D'accord. Alors tu parles aussi beaucoup de la relation des parents travailleurs avec leurs enfants, et tu écris dans Je peux guérir, les enfants sont presque tous orphelins de leurs parents trop actifs, eux-mêmes perpétuant cet abandon qu'ils ont subi. Alors là aussi, comment est-ce que ça t'arrive de coacher des personnes actives à préserver une relation humaine avec leurs propres enfants? Est-ce que tu les aides à ce niveau-là? Oui, c'est fréquent. Parce que moi, je crois qu'on ne peut pas séparer la vie pro de la vie perso. Donc mes clients, ils ne laissent pas leur vie privée au porte-manteau quand ils rentrent dans le cabinet. De même que quand ils vont en entreprise, ils sont une seule et même personne. Et c'est très illusoire de croire qu'on peut séparer les deux.
La différence, c'est que moi, je rapatrie ça dans le champ professionnel. Mon rôle, c'est d'accueillir leurs paroles, mais de leur permettre d'y voir clair pour poser des choix dans leur vie professionnelle. Donc il y a bien, je sais pas, 50% de mes clients qui parlent de leur vie privée, qui parlent de la relation avec leurs enfants, des moments un peu délicats. Je me souviens d'un client, c'était un gendre idéal. Il était premier de la classe, tout lui réussissait. Il me parlait de ses chasses en Sologne. Il avait 4 enfants magnifiques, qui étaient dans les meilleures écoles, les meilleurs collèges. Et un jour, il me raconte, comme ça, en passant, je suis un père parfait. Alors moi, je tends l'oreille, je dis pardon. Je dis, oui, je pense que vraiment, dans ma vie privée, je suis un père parfait avec mes enfants. Et donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, le temps passe, et un jour, il me raconte qu'il rentre d'un voyage au Kenya, je crois, où il a fait l'ascension du Kilimandjaro. Et où il s'est mis en colère, il s'en va un petit peu, parce qu'à 4h du matin, l'une de ses filles ne marchait pas assez vite, n'avançait pas, avait envie de vomir, et qu'il était hors de lui. Je lui ai juste restitué la phrase qu'il m'avait dite quelques mois avant de « Je suis un père parfait ». Juste prendre conscience que, c'est impossible d'être un père parfait, et deux, que le dire, c'est sûrement la preuve qu'on ne l'est pas. Voilà, donc je crois aussi que la polarité est différente selon qu'on est homme et qu'on travaille, ou femme et qu'on travaille, que l'investissement qu'on met dans la vie professionnelle ne va pas être le même. Moi, ce que j'observe souvent, c'est 2 choses. C'est des parents qui n'osent pas montrer leurs failles, qui essaient d'être impeccables avec leurs enfants, et moi je les encourage à mettre un genou à terre, à leur donner à voir leur propre turpitude, leur propre questionnement. Et puis 2, la qualité de présence, plus que le temps passé. Parce que 100% des clients qui viennent me voir sont coupables de ne pas passer assez de temps avec leurs enfants. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils sont très conscients qu'ils ont troqué... la balance penche beaucoup trop du côté professionnel. Et qu'ils essaient de compenser par des loisirs créatifs. Et je leur dis, mais quel temps tu passes à les écouter? Quel temps tu passes avec eux? J'ai un client comme ça, il était dirigeant dans une entreprise du luxe. Et il avait vécu comme un camouflet qu'on lui confie pas le poste de direction générale qu'il convoitait. Il se retrouvait sur un strapontin. Donc il rongeait un peu son frein, il était malheureux. Je l'accompagnais sur cette direction, mais ce n'était pas son premier choix. Et se développait en lui une forme de cynisme, une forme de désenchantement plutôt désagréable. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi, tous les cyniques sont des idéalistes, des anciens idéalistes. Désenchantés. Voilà. Et donc si on retrouve la partie 2 qui n'a pas trahi cet idéalisme, ils sont sauvés. Et ce garçon, je l'écoutais, je l'accompagnais, il y avait un côté masterclass d'HEC. On travaillait sur des enjeux stratégiques, mais je voyais bien qu'il y a une partie de lui qui ne rentrait pas vraiment dans sa vie. Jusqu'au jour où il a un de ses enfants qui a eu un cancer très grave, un ado. Ça a transformé sa vie. Voilà, là, c'est comme la cloche des bouddhistes qui sonne. C'est comme le rappel à la prière, mon téléphone qui sonne. Il a eu un wake-up call, c'est pareil. Il a eu un wake-up call. Et de ce jour-là, il est revenu me voir, ça n'était plus le même homme. C'est-à-dire qu'il s'est évidemment occupé de son fils, il a pris conscience de qu'est-ce qui était essentiel dans sa vie, qu'est-ce qui l'était moins. Et je me souviens d'un jour, il m'a dit en fait, j'ai pas de nostalgie. Je suis OK avec le job que je fais. Par contre, j'ai besoin qu'il ait du sens. J'ai besoin d'aller voir les exploitants, les agriculteurs, les fabricants de la matière première, de ce qu'on fabrique dans le luxe, pour qu'on ait vraiment une économie durable. Donc, le pépin dans sa vie privée lui a fait prendre conscience du sens dans sa vie publique, du sens sociétal qu'il voulait prendre. C'est plus la même personne. Alors on va parler peut-être un peu plus spécifiquement du management, et dans ton ouvrage tu parles aussi de cette organisation qui génère beaucoup de consignes et de normes paradoxales. Plus je regarde le monde qui m'entoure, plus je trouve que c'est bon signe d'être un peu dépressif. Signe de lucidité, de fragilité acceptée, signe d'intégrité mentale aussi, face aux injonctions paradoxales de la société de masse. Prenez du plaisir, concentrez-vous, soyons sérieux, prenez vos responsabilités, faites-vous confiance, désobéissez, lâchez prise, soyez heureux, la liste est interminable. Comment ces paradoxes se manifestent-ils chez les personnes qui viennent te voir? Et je crois que même aujourd'hui on parle des fois de dissonance cognitive, c'est-à-dire
il y a un paradoxe, enfin, il y a une sorte de dysfonctionnement qui se crée dans le cerveau même des individus. Ah oui, là tu es en train de dire qu'on n'est pas tous maniaco-dépressifs, mais qu'on est tous schizophrènes. Peut-être. En tout cas, on est tous un peu clivés. Pour survivre dans le monde actuel, on est soumis à des telles injonctions paradoxales. La plus générique pour moi, c'est « aidez-moi malgré moi ». C'est-à-dire qu'un dirigeant, il vient me voir avec cette injonction paradoxale qui est « aidez-moi », mais surtout ne me dites pas que j'ai besoin d'aide. Parce que la fragilité est encore taboue, parce que l'idée d'aller mal est difficile à admettre. Moi, je crois à plusieurs fonctions du coach, mais une d'entre elles, c'est la subversion bienveillante. Je crois que mon métier, c'est d'être subversif, c'est-à-dire de retourner une réalité. Subversif, c'est vraiment montrer ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce qui fait scandale aujourd'hui dans le monde du travail, sinon la bonté? Je crois qu'on nous fait croire que ce qui fait avancer les gens, c'est l'utilité, c'est le gain, c'est le bénéfice. C'est totalement faux. Ce qui fait que l'entreprise fonctionne, ce n'est pas les process, ce n'est pas les systèmes. Les outils, on l'a bien vu tout à l'heure, le téléphone sonne inopinément. On a mis du temps à installer les caméras, les micros. La technologie est faite pour nous trahir. C'est à ça qu'elle sert. Elle est faite pour nous empêcher d'être là. Elle est faite pour faire écran entre l'autre et nous. Je crois que c'est quand les machines s'arrêtent que la vie s'invite dans notre vie professionnelle. Et donc, pour paraphraser Hölderlin, je crois qu'on est là pour essayer d'habiter poétiquement le monde. Voilà. Moi, je suis un réfugié poétique et je rencontre des clients qui demandent l'asile poétique. Pas politique, vraiment la poésie, c'est-à-dire la possibilité d'être créateur de ce monde, co-créateur de ce monde. Donc, l'injonction à laquelle ils sont soumis, elle est très différente. C'est souvent faire du chiffre d'affaires sans dégrader la marge. C'est souvent prendre des initiatives tout en étant compliant, tout en obéissant aux normes. Voilà. Donc chacun le vit à sa mesure, mais on est dans une tension qui nous dit ce qu'on doit faire et qui nous dit notamment « soyez libres ». Mais on n'en a pas conscience, c'est ça qui est... Enfin, en tout cas, souvent, on est pris par ça, on ne voit pas que cette tension, on ne voit pas l'origine de cette tension, du moins. C'est ce que certains théoriciens appellent un double bind. On n'a pas conscience de cette double contrainte. Cette double contrainte, elle peut être aussi une ressource si on la voit comme un paradoxe, c'est-à-dire comme l'occasion de sortir de la matrice. C'est le film des Wachowski. Hein, c'est-à-dire Matrix, c'est cette idée dans un monde postmoderne que la réalité n'est pas celle qu'on croit. Et donc en prendre conscience, c'est déjà découvrir que derrière les apparences, je ne suis pas que le rôle que je joue. Je ne suis pas condamné à être un manager, un ouvrier, un employé. J'ai autre chose. Moi, je suis frappé au contraire du nombre de personnes qui cheminent. Du nombre de personnes qui, à côté du costume qu'ils endossent, ont un hobby, ont une passion, ont une activité qui n'est pas celle pour laquelle ils sont payés. Je pense juste qu'il y a un hiatus entre ce pourquoi on est payé et ce qui donne du sens à notre vie. Ce que les Japonais appellent l'ikigai. L'ikigai, c'est 4 questions. C'est pourquoi suis-je payé? Ça, c'est ma profession. Qu'est-ce que j'aime faire? Ça, c'est ma passion. Pourquoi suis-je doué? Ça, c'est ma vocation. Et de quoi le monde a-t-il besoin? Ça, c'est ma mission. Et quand on rencontre les 4, alors le paradoxe s'effondre. Et en fait, on est en permanence dans un paradoxe, un tétra-paradoxe, un paradoxe entre ces 4 questions. C'est quoi ma mission? C'est quoi ma vocation? C'est quoi ma passion? Et c'est quoi ma profession? Voilà. Donc, en tout cas, le travail n'est jamais juste un gagne-pain. Jamais. C'est toujours plus que ça. C'est toujours le rapport à quelque chose. La vie au travail, c'est d'abord le rapport à l'argent, le rapport à l'autorité, le rapport à l'utilité sociale. Et donc dans un de tes livres, il y a aussi un passage qui m'a beaucoup touché, où tu fais un parallèle entre le management froid, déshumanisé, rationalisé d'aujourd'hui et le système concentrationnaire nazi des années 30-40. Et cela m'a personnellement rappelé l'ouvrage « Si c'est un homme » de Primo Levi, qui décrit très finement ce système inhumain et bureaucratique. Également les œuvres de Franz Kafka, comme Le Château par exemple. Et donc tu écris « Il n'empêche, une de mes obsessions les plus tenaces a toujours été la frontière tenue entre l'efficacité bureaucratique d'une part et la machine de destruction nazie d'autre part. » Alors cela fait vraiment froid dans le dos. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette analogie et quelle serait la posture à adopter aujourd'hui pour être un résistant? Mais tu m'as parlé avec l'idée de réfugié poétique. Cette idée, elle n'est pas de moi. Hein. C'est beaucoup l'école de Francfort qui a développé cette idée que le système techniciste
affranchie de la science, comme dit Heidegger, c'est-à-dire quand la technique s'affranchit de la science, tout devient possible. Donc Adorno, Horkheimer, Marcuse ont étudié le fait que le système concentrationnaire, c'était d'abord un système industriel. Et je crois que ce soit la Shoah du côté nazi ou le goulag du côté stalinien, c'est l'œuvre la plus monstrueuse du XXe siècle, mais c'est l'accomplissement d'une certaine conception taylorienne et bureaucratique du monde. On peut tout rationaliser, y compris l'extermination d'un peuple, d'une race, d'un collectif. Je crois qu'on est les enfants de ce monde-là et que les entreprises aujourd'hui peuvent fonctionner de façon parfaitement fluide avec une inhumanité totale, avec une espèce d'impunité totale, avec cette fameuse banalité du mal dont parle Arendt à propos de Eichmann. C'est-à-dire, on a des fonctionnaires de la ressource humaine, parfois, qui continuent à fonctionner dans un système qui est aliénant et qui détruit de la valeur, qui détruit du sens. Alors, je n'ai pas la réponse, à part le fait d'en être conscient, à cette instrumentation. Je crois une certaine possibilité de réenchanter le monde, on en parlait tout à l'heure. La beauté sauvera le monde, hein, disait Dostoïevski. Je crois que la littérature, la beauté, l'écriture, la contemplation... Et tu conseilles même à des personnes que tu reçois des ouvrages. Tu dis, tu conseilles de lire René Char plutôt que d'aller consulter des ouvrages de développement personnel. Absolument, absolument. Avant de lire mes livres, il faut lire la littérature. Mais vraiment, et je crois que se promener dans un jardin, contempler la nature, renouer avec une vie riche, une vie dense, que ça soit par la culture, que ça soit par une expérience spirituelle, ça me paraît vital. Tu sais, on est un peu des troubadours, on est un peu les ménestrels d'une chanson de geste en train de s'écrire quand on est coach, quand on est consultant. Quel est le récit qu'on tisse? C'est quoi la trame? C'est quoi les héros de l'entreprise aujourd'hui? Ça ne peut pas être de générer de la valeur matérielle pour l'actionnaire, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être d'avoir plus de clients, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas être de gagner plus, d'entrer au conseil d'administration, ça n'a pas de sens. Ce sens, il est épuisé. C'est donc de trouver la symbolique derrière nos actes. Alors pour certains, la symbolique, ils vont la trouver dans l'imaginaire, dans le conte, dans la légende. Pour d'autres, ils vont le trouver dans la symbolique. Pour d'autres encore, ça va être dans le spirituel, dans une expérience de la foi. Je crois qu'un des gros mots aujourd'hui, c'est la foi. On veut tous avoir une vie méditative, une spiritualité laïque, mais en quoi j'ai foi? Justement, je voulais revenir là-dessus. Parce que tu parles aussi, par exemple, d'une réunion où tu vas, il y a une sorte de gourou New Age qui anime un atelier de méditation, de relaxation. L'expérience de flop total, tu dénonces aussi ces professionnels du bien-être en kit. Et justement, tu as commencé à parler de ça, de cette spiritualité un peu économique, manipulée, épurée, d'une certaine dimension divine. Tu écris, on nous rabat les oreilles de la méditation laïque, ça me casse les pieds cet euphémisme. Le spirituel sans Dieu, c'est un peu comme la tarte aux fraises sans les fraises. Non. Pourquoi faudrait-il avoir honte du mot prière et lui préférer du politiquement correct? Donc quel est ton regard un peu sur ce développement, cette spiritualité un peu laïque? C'est un marché. Et donc le capitalisme, il a une plasticité incroyable, il a une capacité à récupérer tout ce qui lui échappe. La pleine conscience en est un triste exemple. Le mot aujourd'hui, il est dévoré par des copyrights, par des pratiques rentables, alors qu'on sait très bien que c'est d'abord un don, c'est d'abord une expérience qui n'est pas lucrative, quoi. Qui est intime. Qui est intime. Le processus de la présence de Brown, c'est un livre qui est quasiment offert, quoi, avec des vidéos qui sont gratuites. Donc on voit bien qu'il y a tout un business, une marchandisation de l'être, qui n'empêche pas de belles expériences. Je ne suis pas en train de dire que quand on va faire ces stages plus ou moins onéreux, on va être lésé. C'est simplement qu'il ne faut pas se tromper et qu'on a à vérifier si c'est une gymnastique de l'être ou si c'est vraiment un processus de transformation. Moi, ce que je crois, c'est que la transcendance est importante. De rencontrer qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de mon autorité, qui est plus fort que ma volonté. S'il n'y a pas cette rencontre-là, s'il n'y a pas cette humiliation volontaire,
ou involontaire d'ailleurs, alors je ne vois pas pourquoi on parle de spiritualité. C'est juste l'ego spirituel, comme dit Jean-Yves Leloup, c'est un ego en embuscade, auquel j'ai succombé, comme tout le monde. Parfois, on ne sait jamais bien si on est dans son humilité ou si on est en train de se raconter des histoires. Mais encore une fois, je crois à l'effeuillement, je crois à l'épure, je crois à l'ascèse, au fait d'en enlever et d'aller à l'endroit où on est au contact de l'essentiel, du vide. Voilà. Et que ça, certains l'appellent le Dieu, d'autres l'appellent le grand soi, d'autres l'appellent peut-être l'intelligence de l'univers, peu importe. Mais si on fait l'économie de ça, alors on ramène le spirituel à une gymnastique un peu triste. D'accord. Et du coup, quelles seraient quelques pistes selon toi pour justement réhumaniser ce monde du travail et le vivifier et le rendre peut-être un peu plus incarné, un peu plus vivant et quelles seraient les pistes pour toi là, dans les années à venir quel travail doit être mené par exemple par les entreprises? Ça serait très prétentieux de ma part de donner des leçons aux entreprises, elles font ce qu'elles peuvent, puis elles n'existent pas. D'abord, les entreprises, c'est d'abord des êtres humains à l'intérieur d'elles. Est-ce que c'est l'actionnaire? Est-ce que c'est les dirigeants? Est-ce que c'est les syndicats? Est-ce que c'est les commentateurs? On est dans la société du commentaire où tout le monde a un avis sur tout. J'ai pas envie de contribuer à ça. Je crois qu'on rentre dans un monde technologique, on rentre dans un monde où le temps s'est accéléré et où l'entreprise est devenue comme un poulet sans tête qui continue à courir, qui a essayé d'arraisonner l'être, d'arraisonner la vie et de le faire rentrer dans des cases très mécanistes. Donc, retrouver la vie sous le béton de l'entreprise. Alors, j'ai pas de réponse. Je crois à une chose, c'est l'ensauvagement du monde. C'est-à-dire que c'est pas inéluctable que ce monde nous conduise à la barbarie. Je pense qu'on a le choix entre trois choses. On a le choix entre la barbarie, la civilisation et la sauvagerie. La barbarie, on voit qu'elle vient avec les GAFA, elle vient avec une certaine conception transhumaniste du monde, il faut dire ce qu'il y a, dans laquelle on peut vraiment passer par pertes et profits l'humain. Et là, la métaphore nazie n'est pas qu'une métaphore, c'est un mode d'emploi d'une certaine californisation du monde. Bon, là, le droit est là pour nous aider, le politique est là pour nous aider. La civilisation, je crois plus trop au processus de civilisation de l'entreprise, même s'il y a des entreprises modernes, il y a des entreprises qui essayent avec la RSE de civiliser le monde du travail, de donner du sens. On voit bien que les millénials, on en parlait tout à l'heure, aspirent à un contrat de rétribution dans lequel il y a du symbolique, dans lequel il y a du sens, dans lequel il n'y a pas seulement un échange matériel. Moi, je n'y crois pas parce que sans doute j'appartiens à une autre génération et que je vois trop la dégradation des processus, je vois plutôt l'incivilité grandissante dans l'entreprise et hors de l'entreprise. Je regarde l'entreprise aujourd'hui un peu comme un donjon médiéval qui exclut plus qu'il n'inclut. Donc c'est des donjons riches, mais de plus en plus des îlots de richesse. Et puis il y a une troisième voie à laquelle moi je crois, c'est ce que j'appelle l'ensauvagement du monde. Retrouver la dimension sauvage, notre contact avec notre animalité, nos ombres intérieures. Ne pas croire que c'est à l'extérieur qu'il y a des ennemis à combattre, mais qu'à l'intérieur de nous, nous avons tous la tentation de destruction, la tentation de dévoration. Donc je crois à l'intériorité, je crois à la possibilité de réenchanter le monde du travail en ayant un espace intérieur de vie à côté de l'activité. D'accord. Merci Thierry. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.